On va installer les chaises pendant que je vous présente celles et ceux qui participent à la table ronde. Alors, il y a les trois intervenants que vous avez déjà vus dans les keynotes et je vous invite à monter sur scène, sauf pour Isabelle Chaput qui est déjà là. Et je vous propose d'accueillir Thibaut Lafont de Collonges, qui est franchisé McDonald's, notamment du McDonald's de Gland. On vous applaudit et vous pouvez monter sur scène, voilà. Prenez place sur les chaises au fur et à mesure. Et puis Yann Bechtel, qu'on connaît bien ici parce qu'il a gagné le prix Nouvelle Économie l'année passée, donc on peut le réapplaudir pour ça. Et donc vous êtes gérant de l'épicerie chez l'épicier, spécialisé dans le vrac notamment, et puis vous êtes un ancien employé de la grande distribution, donc on parlera de ça aussi. Pendant que vous vous installez, la première question, elle est pour vous, Thibaut Lafont de Collonges, si vous êtes d'accord. Oui, et je vous invite à réagir à ce que nous présentait Christian Niels Schwab en nous disant, ça peut être l'initiative de Burger King, sauf erreur, ou d'un McDonald's, je ne sais plus dans quel pays, en Hollande, de présenter des alternatives et finalement de contribuer à la réduction de la consommation de la viande dans la manière dont vous présentez les recettes aux clientes et clients. Est-ce que vous voyez aussi cette responsabilité-là? En clair, est-ce que c'est votre rôle de diminuer la consommation de viande dans les McDonald's? Il n'y a aucun doute, c'est notre rôle. Et Christian aurait même pu prendre l'exemple suisse où quand vous êtes face au kiosque dans nos restaurants, sur les menus enfants par exemple, de notre propre chef, vous n'avez pas accès aux marques. Les enfants ne peuvent pas visuellement voir les marques, ils voient des verres McDonald's. Ce qui permet de... Et puis ils voient finalement en premier l'eau, les jus d'orange, le jus de pomme, l'Apfelschorle, ce qui permet de facto d'induire un comportement au niveau des enfants et de ne pas les pousser à aller vers du coca ou autre, par exemple. Par ailleurs, autre élément de réponse, on pousse beaucoup nos recettes poulet. D'une part parce que... C'est un légume le poulet? Comment? Ça compte comme un légume le poulet? Non, mais alors on a une alternative qui vient aussi des Pays-Bas d'ailleurs, qui est on a un patty, en fait on a un élément de sandwich qui est avec une texture poulet mais qui est à base d'avoine et de lait, qu'on propose en Suisse. Mais l'idée en fait c'est de pousser le poulet parce qu'on l'a vu au niveau environnemental, il y a deux raisons principales. La première raison au niveau environnemental, clairement, on a un impact qui est moindre. Et puis il y a un autre, c'est qu'au niveau de l'inflation, et ça c'est aussi, je pense, honnête que de le dire, c'est qu'au niveau des produits mix, vous avez un coût bœuf à l'achat qui est beaucoup plus important, et donc ça permet de maintenir nos prix dans une certaine mesure et de rééquilibrer. Parce que ça a été dit, mais peut-être j'aimerais enfoncer le clou. Je pense vraiment que dans la pensée systémique, il faut que l'intérêt économique soit toujours là, parce que s'il n'y a pas d'intérêt économique, on n'arrivera à rien. Et j'ai l'habitude maintenant, ça fait 6 ans que j'ai rejoint la marque McDo, on est souvent montré du doigt et attaqué. C'est pour ça qu'il y a des ambassadeurs comme moi pour défendre notre marque. C'est grâce à notre taille et à nos volumes qu'on a aussi la capacité d'agir. Donc je trouve très bien qu'on vienne nous challenger pour faire plus et mieux, mais il ne faut pas oublier que sans la taille critique, on ne peut pas agir. Voilà. J'espère avoir répondu. C'est sûr que dans un fonctionnement comme celui de McDonald's, il y a une part de communication, parce que vous êtes excellent en marketing. McDonald's cartonne est un exemple mondial de réussite marketing, avant même l'écologie. Donc il y a une partie de communication et de marketing, et il y a une partie de véritables mesures que vous mettez en place, et vous nous les détaillez. Est-ce que vous pourriez nous aider un peu à comprendre quelle est la partie, selon votre perception et votre expertise, quelle est la partie communication dans le côté vert de McDo, parce qu'il y a évidemment une partie communication, et quelle est la partie essentielle? Quels sont les véritables impacts sur lesquels vous travaillez et qui sont peut-être moins cool à communiquer, mais qui ont vraiment un impact selon vous? Alors pareil, j'aurais pas de mal à répondre à cette question. D'abord, je vais faire une remarque préalable. Je ne parle pas au nom de McDonald's. Je suis franchisé, les gens souvent ne le savent pas, certains le savent, d'autres non. 95% des restaurants appartiennent à des franchisés, qui sont des entrepreneurs indépendants, qui ont un cahier des charges à respecter, et qui jouent sur un terrain de foot et ont une liberté localement de manœuvre. Maintenant, donc je parle en mon nom, au nom de ma société. Maintenant, je suis dans ma quarantaine. Je considère avoir souffert du greenwashing. J'ai travaillé pour Nestlé pendant très longtemps, la majeure partie de ma carrière. C'est une mode, c'est une obligation pour les entreprises, les multinationales, parce qu'il y a une demande des clients d'aller vers du plus vert, vers du plus écologique, et ça fait partie de la demande des nouvelles générations aussi, qui veulent que ça soit intégré dans nos produits. Le problème, c'est que je trouve qu'on s'est décrédibilisé, parfois par des discours qui peuvent être très techniques,
Je pense que c'est très important, même quand on parle d'approche systémique, de donner des exemples ultra concrets, parce que sinon on peut perdre les gens. Donc, dans le greenwashing, on a aussi vendu à outrance, ça fait partie du marketing, et je pense que du coup ça colle vraiment parfaitement à votre question. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment localement, et qu'est-ce qu'on peut faire au plus proche des gens, au-delà des campagnes TV, etc. Et donc là, moi je vais vous donner des exemples très très concrets. On vient de construire un restaurant à Gland, pour plusieurs millions. Ça, c'est une des forces de McDo, c'est qu'on a la capacité d'investir lourdement. Et dans cet investissement, il y a des investissements que d'autres ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas la taille critique, mais qui répondent très concrètement à ces questions. Exemple, la domotique. Il y a une domotique intelligente sur le bâtiment qui permet de réduire de manière très importante la consommation d'énergie grâce au store, par exemple. On a Mais le véritable impact de McDonald's, ce ne sont pas les stores quand même. Alors si, c'est énorme, la consommation électrique d'un restaurant McDonald's est énorme, énorme. Je veux dire, ça passe par là, ça passe par la totalité de nos cuisines sont connectées aujourd'hui dans un restaurant comme celui de Gland. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour le jour, à la minute près, je connais mes pics de consommation. Et je suis capable de savoir quel appareil a consommé quoi. Ça n'existait pas il y a encore 5-6 ans. Donc non, et ça, c'est des budgets qui sont très conséquents en fait. Très bien. J'aimerais, Yann Bechtel, vous entendre sur ce que vous appeliez l'échelle, Thibault Lafaute-Collonges, c'est-à-dire l'idée que le changement, il doit être énorme, les défis sont énormes, sont gigantesques. Vous venez d'entreprises qui étaient énormes, la grande distribution a des impacts énormes. Et aujourd'hui, vous faites quelque chose à une autre échelle, de beaucoup plus vertueux, mais à une autre échelle, c'est-à-dire une épicerie en vrac qui n'a évidemment pas les mêmes impacts que la grande distribution. Est-ce que vous vous sentez frustré par l'échelle de ce que vous faites, ou est-ce que vous avez l'impression que la solution vient par la multiplication de toutes petites initiatives, toutes petites comparativement à la grande distribution? Quelle est votre position par rapport à ça, vu que vous êtes vraiment passé du grand au petit, local, concret? Alors, je pense que les solutions, elles viennent de partout, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est pluriel, donc oui, on a peut-être besoin d'un McDonald's ou Coop ou Migros qui font des choses concrètes et valables, mais on a besoin aussi des petites entreprises. Moi, c'est ce que je dis souvent, si 1% des gens qui vont à la grande distribution décident d'arrêter complètement et de venir dans les petites épiceries, il y a de la place pour une épicerie à toutes les rues. Et ça serait certainement plus vertueux, plus social, plus mais ça suffira logique. S'il n'y a que 1% de la population qui fait ce pas-là, ça suffira? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Ça, je pense qu'il y a des spécialistes qui sont ici pour y répondre. Moi, je pense que, enfin, ma manière de voir les choses et celle de mes clients, en tout cas certains de mes clients, c'est de dire qu'effectivement, maintenant, on doit faire moins, acheter moins, produire moins, consommer moins, et pouvoir le faire dans une aire géographique plus petite pour retrouver quelque chose, quoi. Le changement de paradigme, qui est un peu le thème de ce forum et de notre discussion. Christian Nils Schwab, le changement de paradigme dans le cadre de l'alimentation, il se fait avec McDonald's, par McDonald's, à travers McDonald's et les autres. Mais prenons McDonald's, vu qu'ici on a pas un représentant de McDonald's, mais quelqu'un qui travaille dans un McDonald's et qui soutient McDonald's. Est-ce que ça se fait avec McDonald's ou est-ce que ça se fait contre McDonald's? Et le changement de paradigme, c'est le jour où il n'y aura plus de McDo. Avec, pour les raisons qui ont été évoquées par Thibault, c'est les grands acteurs ont l'impact. Les petits acteurs peuvent être des démonstrateurs, montrer la voie, développer les solutions de demain, mais les grands acteurs seront nécessaires pour le déploiement de ces solutions. Maintenant, encore une fois, c'est les grands acteurs dans un cadre incitatif et législatif différent. Si McDonald's est le McDonald's tel qu'on le connaît aujourd'hui, si Nestlé est le Nestlé tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce que le cadre, encore une fois, législatif incitatif, fait qu'ils ont développé les solutions pour créer de la valeur au sens où eux l'entendent dans le cadre actuel. Si on veut que demain, ces acteurs déploient d'autres solutions vertueuses, vous savez, il y a cette notion de net positif. Avec cette phrase qui, pour moi, résume tout, les profits devraient provenir de solutionner les problèmes du monde, pas de les créer. Mais pour y arriver, encore une fois, il faut que le cadre législatif et incitatif change. Mais les acteurs doivent être partie prenante dans tout ça. Ils ne peuvent pas juste se réfugier derrière le fait qu'aujourd'hui, on fait de l'argent avec ça. Je pense qu'il y a des considérations morales qui ne sont pas toujours mises en avant, qui doivent être plus importantes. On voit des émergences, des Patagonia, des gens comme ceci qui montent la voie, font la démonstration de cette réconciliation. Mais je pense que oui, les grands acteurs seront des acteurs clés de demain.
À Tadabour, vous accompagnez des organisations, vous accompagnez pas le McDonald's de Gland, ou peut-être pas encore, ça va se faire tout à l'heure, mais vous les accompagnez justement pour qu'ils aient un impact positif, plus grand, etc. Comment est-ce que vous faites pour les accompagner dans la sélection des impacts? Parce que Thibault Lafond-Colos nous a fait la démonstration de oui, ben on peut agir et sur la domotique, et sur la consommation de viande, et sur. Et finalement, par quoi on commence? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ceci sera bien pour ma communication et ceci sera bien pour le climat? Enfin, comment est-ce que vous faites pour sélectionner parmi tous ces impacts? Surtout à une époque où il faut être durable, égalitaire, inclusif, etc. etc. Je vais d'abord commencer par dire que il faut bien comprendre ça. La durabilité, c'est un processus. Et ce processus commence par une volonté de changement et à créer un impact. Par contre, quand une entreprise vient vers moi et m'explique qu'elle souhaite positivement impacter l'objectif 3, l'objectif 4, l'objectif 6, l'objectif 10, l'objectif 17 Ça, c'est, de vous citez les développement objectifs durable, de l'ONU du développement durable. Oui. je leur dis positivement, ça ne va pas être possible. Parce que automatiquement, quand on impacte un objectif, il faut penser que derrière ce même objectif, il y a des sous-objectifs. Donc en fait, non seulement... Mais là, la personne, elle repart, elle dit bon, merci. Exactement. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux, quelque part, j'aimerais bien mettre ça en fait en parallèle avec les compétences douces, et l'humilité fait partie des compétences douces. Il faut bien se dire que commençons par un impact et 2 impacts, et puis on y va, et on fait les choses bien, et on regarde ce qui se passe. Comment est-ce qu'on a impacté positivement? Comment est-ce qu'on a impacté négativement? Et ensuite, on continue. Mais comment est-ce qu'on choisit cet impact? Parce qu'aujourd'hui, McDonald's pourrait nous dire, nous, on propose de l'alimentation pas chère, donc le pouvoir d'achat, c'est aussi un impact de la durabilité, ça va dans l'égalité, dans le droit à l'alimentation, etc. Et donc, on contribue. C'est un impact. Il pourrait choisir que cet impact-là. Comment est-ce qu'on choisit l'impact? Personnellement, je ne choisis jamais l'impact d'une entreprise. C'est à l'entreprise de venir et de dire, moi, j'aimerais impacter tel aspect. Comment est-ce que l'entreprise choisit? Comment est-ce que... Je ne sais pas. Isabelle Chapuis, je ne vous demande pas de lire dans l'avenir, vous avez dit 1000 fois que ce n'est pas ce que vous faites, et je comprends, etc. Mais dans les hypothèses que vous étudiez sur l'alimentation, vu que là on est dans le cas précis de l'alimentation pour commencer, comment est-ce que vous imaginez, ou quelles sont les hypothèses privilégiées sur l'alimentation du futur? Est-ce que McDonald's en fait partie? Et à quoi ça ressemble cette alimentation du futur? Quels sont les signaux faibles qui nous donnent quelles hypothèses pour l'alimentation du futur? Alors, je crois qu'on a vu avant qu'on sait maintenant le sucre, les acides gras, etc., le gras saturé, etc. Tout ça, on sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas bon. Maintenant, en termes d'alimentation, on sait, mais on ne sait pas. Dans ce sens où je pense qu'il y a un gros problème d'éducation. De toute façon, si vous me posez une question, quelle qu'elle soit, je répondrai l'éducation. Parce que je pense que c'est notre première ligne de défense face à la guerre qu'on va devoir faire contre l'obésité, qu'on va devoir faire contre les robots et contre le réchauffement climatique. C'est toujours l'éducation, la réponse, in fine. Mais je pense, là en particulier, parce qu'on a oublié d'enseigner aux jeunes comment se nourrir. Je veux dire, à l'époque, on apprenait les bases de l'alimentation, un peu de légumes, un peu de ceci, un peu de cela. Maintenant, plus. Et puis maintenant, les mamans travaillent, en plus des papas, donc souvent, il faut faire vite. Et puis c'est vrai qu'on dit plus de fast-food, etc. Mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a parfois besoin d'aller vite parce que la vie, telle qu'on la vit maintenant, elle est rapide. Maintenant, c'est vrai que ça peut pousser. Ce qui serait bien, c'est justement de joindre les deux, que si les jeunes savent comment cuisiner, ou s'il y a une prise de conscience. Donc c'est vraiment de l'éducation. Cuisine chez McDo, hein? Pardon? Dans les cuisines de McDo, oui, j'ai travaillé chez McDo. Ah bah voilà. Mais bon, j'étais beaucoup plus jeune. Mais oui, c'est aussi des emplois. Je veux dire, je comprends bien. Moi, je suis beaucoup dans cette notion de transition, et je pense que c'est aussi l'exercice qu'un McDonald's fait. Mais je pense qu'on est aussi dans une transition presque sociétale, dans le sens où on a beaucoup plus aussi de petits magasins, de magasins locaux. Je pense que les événements comme le Covid nous ont montré qu'il y a certaines choses qui sont possibles. Mais enfin, très rapidement, on est quand même très vite revenu à aller acheter à la COP beaucoup plus rapidement qu'à la ferme. Hein. Donc voilà, c'est des choses qui se font de manière incrémentale.
D'accord. Yann Bechtel, je vais vous chauffer un peu. Attention. Si vous acceptez. Chiche. Finalement, vous avez évidemment un discours vertueux sur l'écologie, etc., avec des très bons arguments pour venir chez vous, qui sont en fait à peu près les mêmes arguments que Migros et Coop nous déballent dans des spots publicitaires, qui sont à peu près les mêmes arguments que Thibaut. Finalement, c'est toujours les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes choses. Est-ce que quand vous voyez un spot Migros qui dit exactement la même chose que vous, ou à peu près exactement la même chose que vous, comment vous réagissez à ce moment-là? Je ne suis pas sûr d'avoir vu un tel spot. Je ne pense pas dire la même chose. Migros explique qu'ils font de l'alimentation de plus en plus locale, qu'ils ont diminué drastiquement les emballages. Migros explique qu'ils ont diminué drastiquement leur impact et qu'ils vont vers un zéro carbone. C'est à peu près la même chose que l'épicerie en vrac à Gland, à peu de choses près. Je vous engage à venir voir l'épicerie et il n'y aura plus besoin d'affiches ou de spots publicitaires. Vous allez voir la différence des emballages, si on parle de ça par exemple. Après, on parlait aussi de changement de paradigme. Ce qui serait intéressant, par exemple, c'est d'arrêter de parler d'épicerie bio ou d'alimentation bio, mais de parler d'alimentation correcte, conventionnelle, et d'alimentation chimique de l'autre côté. Et là, peut-être on aurait déjà avancé d'un pas dans l'éducation de nos enfants, par exemple. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à certains moments, vous êtes privé de vos arguments parce que d'autres les utilisent, alors peut-être de manière fallacieuse, hein, je veux bien l'entendre, mais d'autres les utilisent et disent en fait la même chose, et que du côté consommateur, on se dit, bon, bah, alors finalement, ils proposent tous à peu près la même chose, ils vont tous dans la bonne direction. Alors moi, je l'ai vécu et je n'ai pas remarqué ce changement dans l'entreprise de grande distribution dans laquelle j'étais, ni chez son concurrent principal d'ailleurs. J'ai pas remarqué de vrais changements, à part peut-être une évolution justement du bio ou quelques petites évolutions autres. Moi, ce que je remarque, enfin, ce qu'il me semble, c'est que nos volumes de déchets et de gaspillage alimentaire continuent à augmenter, que notre consommation de viande, rouge ou blanche, continue à augmenter, qu'on est dans cette augmentation de choses qui ne sont pas très vertueuses. Et il me semble que la grande distribution ne prend pas ses responsabilités à ce niveau-là. Voilà. Donc pour vous, ce n'est pas des bons arguments, ils devraient être privés de ces arguments-là. Alors, moi, je suis un ardent défenseur d'une interdiction, en tout cas d'une très forte réglementation de la publicité de manière générale, parce que je pense qu'il faut qu'on arrête je crois que c'est vous qui en parliez aussi, de dire, voilà, on n'est pas dans un vrai libre arbitre, justement. Et pour citer, alors, je n'ai pas envie de faire ma pub spécialement, mais j'ai des clients... Maintenant, la pub, vous voulez l'interdire, je ne peux pas faire de pub maintenant. Non, mais pour donner un exemple de ça, j'ai des clients qui viennent chez moi en me disant, parce que évidemment, j'ai des prix la plupart du temps qui sont plus chers que la grande distribution, vous vous en doutez bien, et qui me disent, en fait, maintenant, je fais mes courses exclusivement chez toi ou dans des magasins plus ou moins similaires, et en fait, je ne dépense pas plus, parce que à la fois où j'ai changé de manière de consommer et où j'ai beaucoup moins de tentations. Et donc j'achète moins, j'ai pas cet aspect justement marketing. Ouais. On a beaucoup entendu pendant la crise Covid que les épiceries locales, en vrac, etc. cartonnaient et que ça allait être un avant-après drastique. En fait, la plupart des gens qui sont venus sont repartis et sont retournés auprès des grands distributeurs. On nous a fait le même coup d'ailleurs avec le transport en avion. On s'est dit, il y a un avant et un après. On a licencié drastiquement des pilotes d'avion et des hôtesses de l'air qu'on est maintenant en train de réengager massivement. À chaque fois qu'on nous présente une nouvelle crise, on nous dit qu'il y aura des comportements plus vertueux et on en sort en fait avec des comportements moins vertueux. Quel est votre avis, vous, Christian Nils Schwab, là-dessus, sur le fait qu'on nous présente aujourd'hui, on est en crise économique, hein, c'est une ambiance de marche ou crève avec un pouvoir d'achat qui diminue, etc. Et on nous présente ça aussi parfois comme l'opportunité d'aller vers davantage de local, d'aller vers davantage de légumes qui vont peut-être coûter moins cher que de la viande, etc. etc. Mais si on tire la leçon de la crise Covid notamment, on se dirait, non, ça va ralentir la transformation vertueuse et on va au contraire retourner vers des mauvais réflexes. Et tant que les incitatifs ne changent pas, les comportements ne changeront pas. Une crise, elle est contextuelle, les incitatifs sont structurels. Donc, effectivement, je crois qu'il y a eu des changements de comportement qui étaient contextuels, mais si la réalité là va changer, on va revenir aux mêmes habitudes. Est-ce que c'est ça l'esprit de la question ?
Oui, oui. Non, mais- Donc en gros, ça ne change rien et on retourne. En fait, Mais oui, même si de manière passagère, pendant une crise, on a un comportement plus vertueux, c'est uniquement contextuel, quoi. Mais est-ce que ça nous surprend? J'entends. On dit les consommateurs ne veulent pas payer pour de la nourriture de qualité. D'accord. Qui nous sert cet argument typiquement? C'est la grande distribution. La grande distribution qui a martelé le message, la nourriture doit être le meilleur marché possible. Il y a des slogans, le meilleur prix garanti. Les impacts de ce slogan sont délétères pour la société, que ce soit en amont sur la chaîne de valeur. Les conditions des agriculteurs suisses, du fait de cette mentalité, sont absolument délétères. On sait les troubles sociaux qu'il y a dans cette catégorie de gens, les quantités de suicides, etc. En aval... Mais sur vous les pensez que ce n'est pas une vraie demande des consommateurs? Vous pensez Non. qu'en fait, le prix garanti, c'est la COP. Alors, disons COP, on a dit migrants avant. Vous pensez que c'est à cause de la COP que les consommateurs veulent acheter moins cher? Dans un contexte d'inflation, ce que je vais dire va être hautement polémique, qui n'engage que moi. Je pense qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas se permettre, absolument. Et cette partie de la population a besoin d'aide. Je pense qu'une grande partie de la population ne valorise pas la nourriture, n'a plus à l'esprit l'impact bienfaisant de la nourriture sur la qualité de leur vie, leur santé, etc. Parce qu'on a martelé ce message, nourriture égale prix. Donc oui, il y a une partie de la population qui ne peut pas se permettre, et il y a toutes sortes de formules, hein, il y a plein de chercheurs qui disent des bons pour aider ces catégories-là. Mais parce qu'il y a cette catégorie, on tire cet argument, on a un nivellement par le bas de la pression des prix qui coupe les ailes à toute mesure visant à une transition. Parce qu'il n'y a plus aucune marge de manœuvre dans le système. Et le système ne soutient plus que la production linéaire, massive, intensive, extractive, et on ne sort plus de cette logique. Donc la pression sur les prix, elle est délétère. Et encore une fois, les gens qui promeuvent ça sont souvent les gens qui en bénéficient. Le modèle de la grande distribution s'accommode très bien des prix les plus bas parce qu'eux ont les économies d'échelle, eux peuvent faire la pression, etc. Donc il faut vous parlez de changement de paradigme, il faut changer du prix à la valeur perçue de l'alimentation. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibault Lafaute-Collonges, vous qui mettez quand même en avant le prix, hein, vous l'avez fait tout à l'heure en disant le poulet c'est moins cher, pouvoir d'achat, etc. Il y a un élément, je trouve, qui n'a pas été dit depuis le début de la soirée, qui pour moi est très important, c'est-à-dire très souvent, ce sont les grands groupes, ce sont les politiques, c'est toujours la faute d'un autre. On est dans un monde où on a du mal à se remettre nous-mêmes en question. Et je pense que déjà, c'est la réussite le changement de paradigme pourront amener à un mieux-être pour la planète si jamais chacun se remet en question, parce que je pense la réussite, c'est l'agrégation des comportements individuels. Et ça, je trouve qu'on est trop dans la désignation du coupable. Et donc, chacun est libre de rentrer dans nos restaurants ou pas, chacun est libre d'aller courir, chacun est libre de se limiter dans sa consommation, de prendre une salade et pas des frites, de prendre des carottes pour leurs enfants qui sont au menu et pas... malheureusement, 7% des ventes sont des carottes, le reste, ce sont des frites. Donc, chacun a la capacité de choisir pour lui-même. On est dans des démocraties. Et ça, je pense que c'est un peu trop oublié. C'est pour ça que là, je rejoins ce que disait Mme Chappuis. Ça passe par l'éducation, l'éducation, et qu'on continue de marteler. Parce que on peut le voir, il y a 20 ans, il y avait rien sur les bords des routes en Suisse. Aujourd'hui, il y a de nouveau des poubelles partout. Quand vous vous baladez, faites de la rando dans le canton de Vaud. Donc, où en est-on au niveau de l'éducation et comment est-ce qu'on va arriver à faire passer le message de manière claire? Et puis, le deuxième élément de réponse, là où je rejoins M. Schwab, c'est pour moi vraiment l'incitatif et donc la notion, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans la partie systémique, il faut qu'il y ait un intérêt pour tous, il faut qu'il y ait un gain et qui est financier. Il faut que l'incitation, elle soit aussi financière. On ne peut pas seulement décréter que c'est mieux comme ça. Voilà. Je veux dire, la ville de Gland promeut l'écologie. Je vois des roses dans les pots de fleurs qui viennent du Kenya ou d'Équateur et qui sont passées par Amsterdam. Donc, quand on se balade à Manhattan, sur la 5e avenue, vous avez des choux-fleurs en décoration et pas des géraniums ou des roses. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement à des niveaux finalement microéconomiques, pragmatiques, pour arriver à une agrégation qui donne un résultat probant au niveau pays. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Qui veut réagir? Donc, l'argument de la responsabilité individuelle, de dire si les gens veulent venir au McDonald's et s'ils veulent commander des frites plutôt que des carottes, et ben, ma foi, c'est leur responsabilité individuelle. Christian? De nouveau, on oppose la responsabilité individuelle, là, c'est les grands groupes. Pour moi, c'est une erreur fondamentale. C'est les deux. Pour l'éducation, j'entends souvent cet argument, mais c'est souvent les gens qui s'apprêtent à abdiquer leurs responsabilités propres. C'est les politiciens qui disent, moi, il faut éduquer le consommateur comme ça. Moi, politicien, je n'ai pas besoin de légiférer sur des sujets sensibles. C'est l'industrie qui dit, il faut éduquer le consommateur comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de me réinventer.
L'éducation nécessaire, absolument. Je rejoins entièrement Isabelle, c'est la base, c'est les fondamentaux de tout. Nécessaire, pas suffisant. Parce que le marketing émotionnel mange l'éducation au petit déjeuner. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas autant de dépenses des grands groupes dans le marketing. Donc de dire que les gens sont libres dans une certaine mesure, et si c'était vraiment le cas, il n'y aurait pas autant de dépenses marketing. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Non, Thibaut? C'est-à-dire Ronald McDonald est plus fort que le prof d'école. Le prof d'école a dit toute la journée manger des carottes. Ronald McDonald dit manger des frites et c'est lui qui gagne. Bon, Ronald, il est plus là, il fait peur aux Oui, enfants. c'est vrai, Ronald n'est plus là. Mais la pub McDo dit manger des Ronald frites et c'est la terminé, pub qui gagne. Voilà, il est rentré à la maison. Donc, enfin, il est parti à Halloween aux États-Unis. Donc tout ça pour vous dire que non, je sais pas que je suis pas d'accord du tout. C'est que je suis d'accord. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas ce qui a été dit par M. Schwab, mais finalement, c'est exact. C'est un compromis entre la responsabilité de l'entreprise et la responsabilité individuelle. C'est évident. Maintenant, je pense que tout le monde se défausse et se dédouane de sa responsabilité. Maintenant, ce que j'aimerais dire, on a beaucoup parlé de systémique, et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec cette approche. Imaginons, si jamais nous arrivions à contre-indiquer les frites dans nos restaurants ou à appliquer la décroissance immédiate de nos ventes, on ne parle pas des recrutements chez McDonald's, et on ne parle pas de McDonald's en tant que l'un des premiers recruteurs en Suisse et l'ascenseur social que nous représentons. Vous avez Autre quand même impact. fait Isabelle Chapuis, qui avant Ouais. n'avait pas d'emploi et qui Alors, a ouais. travaillé chez McDonald's. Et... Voilà, mais qui appartient à l'élite suisse. Mais Exact. maintenant on arrive à faire rentrer des gens chez nous qui ne parlent pas français, qui, de par les process qui sont finalement très organisés, peuvent attaquer dans une cuisine sans parler français et vont repartir de chez nous ou ne repartiront pas 5 ans plus tard en parlant français. Ils vont pouvoir être employables ailleurs. Donc, c'est pas le débat ce soir, mais c'est pour montrer qu'encore une fois, au niveau approche systémique, c'est quand même vachement plus complexe Compris. que manger des frites ou pas. Compris. Voilà. On va prendre 3-4 questions ou réactions dans la salle. Je suis sûr qu'il y a des gens qui auront envie de dire quelque chose et il y a des micros qui vont se balader. Oui, on a 2 micros, un de chaque côté. Qui est la première personne à briser la glace, qui lève la main et qui pose une question? Ici. Alors, volontiers, 2 mots pour vous présenter et votre question ou votre réaction. Bonsoir, Yvan Reus, cabinet Futura 21, on est dans le conseil stratégique et l'évolution de carrière. D'abord, j'aimerais remercier tous les participants pour l'éloquence, l'impact, la clarté des propos. Je pense que c'était hyper intéressant à tout point de vue, la systémique, le prospectivisme, toutes ces choses-là m'intéressent énormément. Ma question va pour M. Schwab. Merci infiniment pour tous vos propos. Les chiffres du fameux slide qui indiquent l'alimentation, l'impact au niveau mondial sont hyper éloquents, je ne les connaissais pas, donc ça m'a vraiment impacté personnellement. Ma question est la suivante. Vous dites que pour aller vers cette transition, il faut un impact en mode trilogie, c'est-à-dire institution politique, secteur privé et citoyenneté. Ça a été évoqué à plusieurs reprises ce soir. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une urgence parce que c'est le mur, comme l'expliquait Madame Chapuis, et on veut éviter le mur. Il y a une urgence, le GIEC le dit, tous les rapports le disent, on va chez Jean Covici, on écoute Picard, on écoute tous ces forums, tout le monde le dit, et on observe une inertie qui est juste monumentale à ces 3 niveaux. Au niveau politique, on sait pourquoi, simplement parce qu'en fait, on veut repréparer son mandat après 2 ans et demi, donc on s'occupe seulement de ses électeurs. Je ne parle même pas des lobbies, voilà. Le deuxième élément, au niveau du secteur privé, les acteurs, les shareholders, ils tapent des revenus variables monumentaux basés sur les revenus des entreprises. Pourquoi changerait-il? Au niveau citoyenneté, on s'occupe d'abord de son paillasson avant de notre avenir dans 30 ou 40 ans. Dans le contexte incertain d'aujourd'hui, on peut le comprendre. Donc je ne stigmatise pas le citoyen. Mais chacun de ces 3 niveaux a une excellente raison de ne pas bouger. Alors on fait quoi si on ne veut pas une crise Covid qui tue 10 milliards de personnes pour faire changer quelque chose? Le grand accélérateur sera le changement du cadre législatif et incitatif. De nouveau, j'aime pas l'idée de dire c'est la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité de tous, mais pour les raisons que vous évoquez, qui est la rapidité de l'impact, ce sera un cadre législatif et incitatif. Pour que ça change, il faudra une crise. Une autre question. Ici. Madame ici. Oui. Exactement. On vous écoute. Bonjour, Mélanie, je suis consultante.
Moi, j'avais une question sur un paramètre qu'on n'a pas trop parlé ce soir, qui est le temps. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui pourrait résoudre beaucoup de choses. Et comment on pourrait, en fait, quelles seraient les solutions qu'on pourrait donner aux citoyens, à toute personne, pour avoir plus de temps? Parce que j'ai l'impression que quand on a du temps, on a le temps de bien manger, de faire son potager, de réparer ses affaires, d'aller à l'épicerie en vrac, etc. Et enfin, moi, personnellement, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marquée dans la crise Covid, c'est que tout à coup, j'ai aussi 2 enfants, je travaille à l'EPFL, énormément d'ailleurs, et en fait, j'avais le temps de rien, et donc j'avais besoin de solutions rapides qui sont vraiment les moins bonnes d'un point de vue santé, écologique, mental, à tout point de vue. Et donc, je voulais savoir, peut-être plus au niveau d'Isabelle Chapuis, si elle avait une idée de comment on pourrait offrir aux citoyens plus de temps. Donc, voilà. Quand est-ce qu'on aura du temps libre, Isabelle Chapuis? Attendez, je regarde. Est-ce que vous pensez... La question est d'autant plus sensée que vous nous avez présenté plein de modèles où le travail est plus efficace, etc. Alors finalement, si on fait tout plus vite, on a plus de temps après, non? Alors ça, on a démontré qu'en fait, on utilise le temps. Hein. C'est comme l'espace. Dès qu'il y a de l'espace, on le remplit. Hein. Il y a le vide aime être rempli. Mais c'est pas ça que je voulais dire. On a parlé avant du fait que on change le temps d'une crise et on revient en arrière, en fait, hein, et que souvent, même les crises ont un effet presque néfaste, on va voyager plus, etc. Il y a un domaine dans lequel il y a eu comme un effet d'hystérèse, justement, c'est comme quand on tire sur un ressort, et il n'est pas revenu complètement. Et c'est le domaine du travail. Le monde du travail, on voit maintenant chez les jeunes, de manière assez généralisée d'ailleurs, hein, si on en croit les recruteurs, ils veulent travailler à 60 ou 80%, ils ne sont pas branchés carrière à fond. Donc on a quand même déjà maintenant une transition qui est en train d'apparaître et qui va dans le bon sens, qui va dans le sens d'avoir plus de temps. Donc plus de temps, c'est peut-être cuisiner de manière plus saine, c'est peut-être faire plus de sport, etc. Donc je pense qu'il y a eu un changement. Et c'est la nouvelle génération qui est en train de porter ça. Nous, les gens de mon âge, de ma génération, j'ai travaillé à temps partiel parce que j'avais des enfants, mais sinon, travailler à temps plein puis faire carrière, c'était un concept qui est moins vécu, alors qui est encore beaucoup vécu chez les jeunes, mais il y a une tendance de fond vers travailler à 60%, travailler à 70%. C'est bien par rapport au temps. Par contre, c'est vrai que, comme disait monsieur, tout est complexe. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est pas binaire. C'est-à-dire que si maintenant on se met à travailler moins, avoir plus de temps, on aura peut-être moins de problèmes de santé mentale, on cuisinera mieux, mais on n'aura plus de retraite. Tout le système dans lequel on vit actuellement, il est basé sur un mode de vie d'avant qui a mené à la solution où on est aujourd'hui. Je pense qu'il y a énormément de choses à repenser. Et si c'est d'avoir plus de temps et de travailler moins, il va falloir repenser plein d'autres choses aussi. Je ne sais pas si ça répond, mais... Ça fonctionne encore. Je ne veux surtout pas dire de travailler moins, mais c'est de faire des choses pour essayer de gagner du temps d'une autre manière et le mettre à bon escient pour avoir des bons comportements. Compris. On prend encore 1 ou 2 questions, réactions, là, tout au fond, avec le t-shirt bleu. Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Romain, brièvement. Je travaille dans la technologie et l'environnement. Ma question ou remarque générale était plutôt pour Madame Chapuis. J'étais extrêmement surpris en fait de vos prospectives sur l'avenir du travail. Il n'y avait pas un seul mot pour la réduction du temps, le revenu universel, l'égalité, l'inclusion, etc. On a vu de la réalité virtuelle, de la 4G, de la 6G, des capteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà lu une étude sur l'épuisement des ressources, que ce soit minières, nos besoins en technologie dans les années à venir. Il y a des chiffres concrets qui nous indiquent que dans les 25 ans à venir, à vouloir tout électrifier, tout transformer, on veut consommer plus de métaux que l'être humain depuis l'Antiquité, juste là, en 20 ans. Et je ne sais pas où vont vos capteurs 6G, la domotique des McDo, etc., dans un tel contexte. J'ai jamais vu de prospective du marché du travail comme ça dans les conférences jusqu'à présent. Isabelle Chapuis, est-ce que vous êtes pro-technologie? Est-ce que vous auriez oublié de nous présenter des changements de modèle qui ne sont pas technologiques? Oui. Ah non, mais alors moi, je suis techno-optimiste, je pense. Je pense que la technologie, par contre, elle est ni bonne ni mauvaise, mais elle n'est pas neutre. Dans ce sens où... Mais elle est partout, par contre.
Pour l'instant, elle est partout. Alors effectivement, on aura de toute façon, je pense qu'on atteindra un plateau, ne serait-ce qu'au moment où on aura utilisé toutes les matières premières nécessaires à produire la technologie. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. C'est-à-dire que quand on électrifie tout un pays pour faire du net carbone zéro, et puis qu'on électrifie, on a aussi un problème à ce niveau-là, je veux dire, de batterie, etc. Encore une fois, on revient à la systémique, à rien n'est simple, tout est complexe. Mais par contre, je ne suis pas vraiment sûre d'avoir compris la question, si j'ose peut-être... Vous nous avez présenté, je paraphrase, vous nous avez présenté un monde du travail très technologique dans l'avenir, et peut-être que, par exemple, le RBI, le revenu de base inconditionnel, montre une autre manière de travailler qui n'est pas forcément plus technologique, qui est juste une révolution de modèle. Non, alors là, absolument. Moi, j'aime bien la technologie parce que, voilà, parce que j'aime bien, puis c'est un peu mon domaine, mais je pense qu'il y a d'autres manière de changer notre monde du travail, comme si, par exemple, on valorisait les personnes qui font du care, comme si, par exemple, on s'occupe d'autres personnes de manière gratuite, donc c'est un don à la société. Si on valorisait les mères qui ne travaillent pas souvent pendant de longues années pour s'occuper de leurs enfants, en disant qu'elles ne travaillent pas, alors en fait elles ne sont pas rémunérées, mais elles font un don de nouveau à la société. Donc je pense que le modèle de travail de manière générale, le modèle de société, il pourrait être repensé à bien des égards, et pas uniquement technologique, parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'ai mis les compétences du futur, on parle toujours de compétences numériques, c'est clair que ça fait partie du quotidien aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un très grand nombre de compétences du futur qui seront typiquement low-tech. Très bien. Alors vous êtes sûrement en partie d'accord avec monsieur. Une dernière question ou une dernière remarque? Ah, vous avez le micro, très bien. Vous avez éteint le micro. C'est low-tech, ça. Allô? Ah oui, c'est bon. Okay. Une question à tous les intervenants, en particulier à Christian Niels Schwab. Vous avez parlé, vous avez donné des informations hyper intéressantes, parfois un peu angoissantes à la fin de la conférence. Est-ce que vous avez un message ou des idées pour sortir de l'impasse dans laquelle on est, et pour être un message optimiste pour terminer la journée? Très bonne question. Faites-nous du bien, Christian. Et après, un peu de positivisme avec Yann. Mais d'abord, Christian, vu que la question était pour vous. Ça me laisse le temps de réfléchir. Ah, d'accord. Yann. Moi, je questionne le besoin d'être forcément optimiste et de dire qu'on va mettre de côté nos angoisses. Peut-être qu'on peut faire face à nos angoisses et aller dans l'action avec elles. Christian, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Monsieur veut vraiment une bonne nouvelle. Non, moi, une piste qui me semble intéressante, c'est redéfinir la notion de besoin. Arriver à faire une distinction plus intelligente et qualifiée entre les besoins et les envies. Qu'est-ce qui est l'essentiel et qu'est-ce qui est l'accessoire? On nous a souvent vendu l'accessoire comme des besoins et la société est beaucoup organisée autour de ça. Donc un retour aux besoins essentiels. Très bien, on applaudit notre table ronde. Merci beaucoup, vous pouvez rejoindre la salle. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir pris le temps de discuter de tout ça et de répondre aux questions.